casse-tête à tous mes enfoirés. La Fouinasse, Lionel, Tetex, K.O., le petit Arnaud, Ludo, ok. Et tous ceux qui ont oublié aussi, ok. Ça fait. Nouvelle apparition crime, vécu de non-stop de ma gosse. Trop fier comme aussi, c'est surtout mon gosse. Avant et comme aujourd'hui, des bails se concoctent. Rappelle-toi de qui c'est qui braque la serrure de ton coffre. La casse dédiée à des lits, garde la pêcherie. Je crois qu'il faudrait écrire le 2N dans le bécherel. Bref, j'avance, mais des fois illégalement, littéralement. Ça va shooter Bélec à médicaments. Maman, ne t'arrête pas à ça, n'en fais pas ce qu'à t'en fais pas. Mais pour te protéger, prêt à faire chanter la capuche plaquée. La rue a fait que parfois pour croquer des lovés, ça purge après. Merde, pratiquer la rime pour moi, c'est comme une levrette. Agilité, facilité, ouais, il y a du level, rap. Et bonjour à tous les amis, bien le bonjour, 16h44, on est même en avance, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on est déjà au milieu de la semaine, voilà, on est déjà mercredi, qui dit mercredi, dit farce tranquille et dit forcément juste bistrot, voilà, on est ensemble pour finir la journée tranquillement, la radio libre, le plaisir, le bonheur, on a plein de sujets aujourd'hui, on a de l'histoire, on a de la finance, on a de l'euthanasie, ça fait toujours plaisir de le rappeler un petit peu, c'est pas moi qui a commencé, c'est Macron, on a du tourisme, bref, on a plein de choses dans cette émission qui promet, voilà, ça promet, on va bien s'amuser les amis, j'espère que vous êtes en forme, tout le monde a repris le boulot, j'imagine, dites-moi dans le chat, voilà, si vous êtes encore un petit peu en vacances peut-être pour certains, ou pas du tout. Normalement là on est le 7 janvier, c'est fini. Hein. Là c'est fini, tout le monde au boulot. De toute façon il fait trop froid dehors pour aller se latter la couille sur les plages, donc vous allez au boulot et on n'en parle plus. Hein. Rouen de Passe 669 nous dit demain, il reprend le boulot demain. Vénarve, ça c'est Chico, t'as de la chance. Profite du soleil, je sais pas où t'habites mais c'est sympa quand même. Antoine Job nous dit premier jour de taf de l'année, ça m'avait pas manqué. Bah voilà. Et tu finis la journée avec le juste bistrot, voilà, ça passe mieux. Je chôme toujours, nous dit Cook 54, c'est bien aussi, voilà. On a quoi? On a Driftosaur qui dit au bordel, au moment où j'allais mater une vidéo de juste milieu, la notif Twitch, dépucelage du live aujourd'hui, bienvenue camarade, si c'est ton premier live, tu vas voir, on s'amuse bien, il y a de quoi faire, il y a de quoi dire aujourd'hui. Installez-vous confortablement, voilà, on va papoter, il y a de l'actu, évidemment, l'actu n'arrête jamais, le rythme de l'actualité. Le Pierreux qui nous dit bientôt les vacances. Comment ça, toi, t'es bientôt en vacances maintenant? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Explique-toi, attention. Hein. Explique-toi. Salut à Rixtasy qui est là, j'espère que tu vas bien. Synchronique qui nous dit toujours en formation à distance. J'espère que ça se passe bien aussi. Voilà, au moins t'es peinard. Krili, je nous dis en Bretagne, on brave la glace et la neige. C'est vrai que vous ramassez en ce moment. Vous ramassez en Bretagne. De toute façon, tout le monde ramasse. À Lausanne, il faisait -7 ce matin. Bon, après, c'est vrai que là, la douche froide en ce moment, je vais pas vous mentir... ça cogne un petit peu quand même. Ah ouais. Ah là, j'avoue que, tu sais, on dit l'eau froide pour les attributs masculins, c'est pas génial. En ce moment, je suis un escargot, mon pote. Hein. Je sors de la douche, c'est terrible. Là, c'est vrai que c'est froid. Là, c'est froid. Là, je fais un peu moins le malin que d'habitude. Là, je me dis quand même, est-ce que je suis pas de la famille de Véronique Courgeot quand même? Parce que là, c'est froid. Là, mais ça fait du bien. Hein. Tu le vois à ce teint pas du tout allé. Hein, vraiment, c'est véritablement une tête de cul. J'ai le même bronzage que mes fesses en ce moment parce qu'il n'y a plus de soleil, c'est fini. On bronze plus, donc c'est vrai que voilà, Synchronique nous dit c'est du froid symptomatique effectivement. -9 cette nuit à Toulouse, nous dit Marcel The Rock. C'est vrai que ça cogne. Qui a le record? Tiens, dites-moi dans le chat quelle température vous avez chez vous. Je sais que du côté du Doubs, on en parlait hier, c'est à Mout apparemment qui fait froid. Ouais, maillot jaune à vie dit douche froide malgré le temps de -12. Ouais, j'essaie d'être courageux. T'as vu? Bonhomme, un bonhomme. -12 au centre de Metz, nous dit Synchronique. Ça, c'est pas mal. Je pense que ça c'est pas mal. Il y a un record qui est déjà posé. On va voir si quelqu'un fait mieux dans le chat. Neutronland nous dit -12 également. Dites-nous dans quelle ville, parce que sinon, -12 tout seul, ça n'a aucun sens. On dirait le QI d'Elisabeth Borne. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec ça? Il faut dire la ville, sinon...
Donc voilà. Chantal 40 000 nous dit beaucoup de neige dans le 77, moins 4. Et je suis les agriculteurs. C'est vrai que là, voilà, on soutient nos amis agriculteurs. La grogne continue. Une centaine de tracteurs qui sont partis direction Paris. On va voir ce que ça donne. Une fois de plus, évidemment, on a une pensée pour nos amis agriculteurs. Et puis on va suivre ça. On va jeter un œil, évidemment. Et Cla 15 nous dit aux alentours de 0 aujourd'hui vers Québec. Hier, moins 18 et lundi, moins 35. Voilà. Même pas, je réponds. Ça ne m'intéresse même pas. Pour moi, le Québec n'est pas un pays, c'est de l'électroménager. Non, l'hiver, le Québec, je comprends même pas pourquoi il y a encore des gens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moins 35, c'est que... T'es au courant quand même que tes poissons panés croustibat surgelés, ils sont plus en chaleur que toi quand même. Un congélateur, il descend pas à moins 35. C'est n'importe quoi. Évidemment qu'il a gagné avec ça. Je parlais de la France. Voilà, vous n'êtes pas la France. Désolé, ça compte pas le Québec. Non, mais c'est terrible. Moins 35, sans déconner. C'est fou, hein. Moins 15 à Uzès, merde, dans le Gard. Putain, sérieux, moins 15 à Uzès, ça cogne. Domino 3700. Ah oui, ça peut pas se louper, c'est le code postal. Non, mais moins 35, sans déconner. Alors c'est vrai que Éclat 15 lance un vrai débat. Je préfère 1000 fois travailler dehors par moins 35 que par plus 35. Ça, faut être québécois, à mon avis. Mais c'est vrai que ça peut s'entendre. Et Marcel Zorro qui dit la douche froide, c'est l'essai de l'USAP à la fin du match contre le Stade. Ah, salopard, bah, c'est vrai que j'étais un peu dégoûté quand même. Paul Coste, que j'aime bien parce qu'il est beau comme tout, qu'est-ce qu'il est nul. Qu'est-ce qu'il a été nul sur ce match. Bon, ça, faut avoir vu le match. Hein. Ceux qui savent pas qui c'est, ils disent Paul Coste, ça doit être le frère de Low Cost. C'est mercredi, hein, de toute façon. Et Jean-Pas 669 qui dit dur le réchauffement climatique quand même. C'est vrai que là en ce moment il y a de quoi être complotiste. Bref, allez, on y va dans les actualités, on a beaucoup de choses aujourd'hui, je vous le disais les amis, et on va mettre le sujet de la bonne humeur, le sujet de la bonne ambiance, on va le mettre d'entrée de jeu. Voilà, d'entrée de jeu, on va parler euthanasie. Voilà, pourquoi pas s'amuser tous ensemble. Alors, c'est pas moi qui ai commencé, évidemment, c'est Jupiter, notre ami Emmanuel Macron, qu'on salue, qu'on embrasse évidemment, qui a le sens de la fête. D'ailleurs, excellent film, soit dit en passant. Merci à Lab17 pour le sub 17e mois. Emmanuel Macron a fait ses vœux du nouvel an, donc le 31 décembre. Hein, bon, généralement, c'est là. Avec lui, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri des vœux mi-octobre, hein, tellement il fait tout à l'envers. Mais là, il a respecté la date. Et Macron, c'est vraiment le mec qui a le sens de la fête. Le mec, tu sais que tu rechignes un petit peu à inviter à ton anniversaire parce que c'est le mec qui est capable de te briser l'ambiance en une phrase. C'est-à-dire que toi, t'es avec tes potes, t'as 34 ans, le poids de la vie sur la gueule des premières rides, bon bah il y a du Mister Cocktail, il y a du Malibu pour les plus foufous, t'es content comme tout, et là il y a Spot Emmanuel qui déboule, qui dit au fait, je vous ai parlé de mon hémorroïde sur le fion. Bon, alors là, l'ambiance autour de la table, c'est que même avec du Mister Cocktail, la fête est moins folle. Et on connaît tous des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, tu les aimes bien profondément, ce ne sont pas des gens méchants. Mais alors, je dis pas ça pour Emmanuel Macron. Je dis ça pour on va l'appeler Emmanuel, le mec qui casse l'ambiance. On les connaît tous. On en a tous un. Et tu l'aimes bien au fond, c'est pas quelqu'un de vilain, mais il a ce chic pour intervenir toujours au mauvais moment avec des dingueries, mais des dingueries. Et lui, il est le seul autour de la table à pas percuter, tu vois. C'est vraiment, t'arrives, crémaillère de ton nouvel appartement à Paris, 14 000 € de loyer pour un 7 mètres carrés, sans escalier, sans ascenseur. Bon, bah t'es content, tu fais un petit pot avec l'argent qui te reste, donc rillettes Bordeaux Chanel et des Hougarden blanches. Ça c'est dégueulasse, le Hougarden. Ça, ouais, bon bref, c'est pas le sujet. Et là t'as Emmanuel qui arrive, qui dit au fait bon, ma grand-mère elle est morte, bon ça c'est une chose, mais je savais pas que c'était aussi froid un cadavre. Et alors là, putain, même si t'as mis le paquet sur les Ben & Nuts, que t'as mis un beau budget cacahuète, là c'est vrai que ça pète l'ambiance. Bref, vous avez compris l'idée, je vais pas faire 250 exemples. Emmanuel Macron, il nous a fait ça. Il nous a fait ça au Nouvel An. Tout le monde était canapé œuf d'Olympe, et Emmanuel Macron nous a fait son petit discours. Écoutez, il a parlé de 2026, de ce qu'il comptait faire, il nous a dit ça. Cette année doit donc être et sera une année utile. Je veillerai tout particulièrement à ce que plusieurs grands chantiers puissent aboutir. Nous verrons les premiers pas du service national pour l'engagement de nos jeunes, qui renforcera le lien entre nos armées et la nation. Nous protégerons nos enfants et nos adolescents des réseaux sociaux et des écrans. Nous irons enfin au bout du travail législatif sur la question de la fin de vie dans la dignité,
sujet sur lequel je m'étais engagé devant vous en 2022. Voilà, donc putain quand même, c'est le roi de la fiestoche. C'est le roi de la fiestoche, Emmanuel Macron. Alors Lola 1644, merci pour le sub, 32e mois, merci beaucoup. C'est vrai que je vous avoue que j'ai trouvé, alors autant niveau festif, on est à 0. Mais autant, je me dis que c'est une excellente nouvelle concernant ce projet euthanasie qui ne dit pas son nom, qui j'espère sera évidemment abandonné parce que c'est un projet qui, à titre personnel, me semble scandaleux. Mais je me dis, là où il y a une bonne nouvelle, c'est que quand Macron s'engage à quelque chose dans un discours du Nouvel An, généralement, ça se pète la gueule. Rappelez-vous, en 2024, il nous avait dit... Emmanuel Macron annonce qu'en 2025, il demandera aux Français de trancher sur certains sujets déterminants. Bon, bah, on a tranché Bubule. On a tranché absolument Bubule. Il voulait organiser des référendums. T'as voulu voir Vesoul. On a vu Sochaux. Vraiment, on a eu rien. Il y a eu 0 référendum en 2025. Donc, quand Macron s'engage à quelque chose, souvent, ça n'arrive pas. Donc, je me dis, il y a de l'espoir contre ce projet scandaleux d'euthanasie sans limite. On verra, on en reparlera, mais je voulais surtout vous montrer quelque chose sur ce sujet-là. Merci à Bayard92 pour le sub 26e mois et qui nous dit « Bonjour et bonne année les amis zinzin, je vous souhaite plein de bonnes choses et à Rémi plein de spectacles complets et rigolos avec de bonnes rencontres. » Eh ben merci camarade, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. L'euthanasie sans limite, sans transition, le fun et la vitesse d'abord. Bon, il y a eu Emmanuel Macron qui en a parlé, mais c'était pas ça le cœur du sujet. J'ai vu passer juste avant les vacances, en décembre 2025, qu'on a eu un nouveau sondage concernant cette loi dite fin de vie ou euthanasie sans limite. On en reparlera parce que normalement ça va revenir au Parlement cette année, donc on en reparlera sur Juste Milieu. Vous connaissez l'engagement que j'ai par rapport à ça, mais on a une démonstration de la propagande qui est faite autour de ce projet de loi et je voulais évidemment vous en parler. Vous vous en rappelez peut-être pour ceux qui ont suivi le dossier sur Juste Milieu ou ailleurs, hein. Il y a eu ces nombreux sondages qui ont été publiés par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui est une association ouvertement franc-maçonne bien évidemment et qui est un lobby pro-euthanasie qu'on a beaucoup entendu tout court d'ailleurs, et dont Olivier Falorni, rapporteur général du projet de loi, est membre d'honneur. Donc ça vous place un contexte sur la sincérité du débat. Eh bien, rappelez-vous, je vous avais expliqué que cette association, l'ADMD, payait l'IFOP pour réaliser des sondages avec ce genre de résultats, tu vois. Rappelons que 92% de l'ensemble des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. Vous avez le sondage ici, donc ça a été réalisé entre le 26 avril et le 2 mai 2024. Sondage IFOP payé et commandé par la DMD, on arrive à 92% de Français qui sont pour ce projet de loi. Et à la surprise générale, et c'est là que tu te dis quand même les sondages, c'est bien. Les sondages, c'est un outil tout à fait transparent et qui n'a rien à voir avec la volonté de celui qui paye et qui commande. On a eu un autre sondage réalisé par Fondapol, donc une autre institution différente de la DMD, différente de l'IFOP. Et alors là, quelle ne fut pas ma surprise de voir que sur ce sondage, nous avions un tout autre résultat, à savoir 38% de Français qui se disaient pour la fin de vie, pour le projet de loi. Donc vous avez ici le 38, donc placé dans, je vous lis les résultats de sondage. Les Français ne demandent pas la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, mais une offre de soins palliatifs sur tout le territoire. Pour 50% des Français, il faut d'abord proposer des soins palliatifs sur tout le territoire et ensuite seulement envisager l'introduction d'un droit à l'aide à mourir. 48% contre 2% de sans réponse. Placés dans l'hypothèse où l'un de leurs proches serait gravement malade, les personnes interrogées souhaiteraient qu'il bénéficie de soins palliatifs de qualité et non que l'on opère sur lui une euthanasie. 52% contre 38% et 10% de sans réponse. Donc, pour résumer, on passe de 92% de oui au projet de loi à 38% de oui dans un autre sondage. Alors, attention, le piège, ce serait que je vous dise « Ah ben vous voyez, ce qui est le bon chiffre, c'est 38 ». C'est-à-dire que, comme moi je suis contre ce projet de loi à titre individuel, je choisis le chiffre qui m'arrange le plus.
Donc je choisirais le 38. Ça, ce serait pour le coup une posture malhonnête, voire manipulatrice. Si je vous disais, ben voilà, je suis dans un biais de confirmation, je choisis le sondage qui m'intéresse le plus. Je pense que ces deux sondages-là, c'est de la merde, pour tout vous dire, et que chaque sondage contribue à manipuler l'opinion dans un sens ou dans un autre. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a en tout cas une démonstration que la DMD met en avant des sondages qu'elle commande, qu'elle paye, et donc avec des résultats qui vont dans son sens. C'est pas une grande découverte ce que je vous dis là, mais au moins ça permet de le rappeler. Je prends vos messages dans le chat sur ce sujet-là. On en reparlera dans le courant de l'année 2026, évidemment, hein, vous le savez, vu que ça risque fort de revenir au Parlement. On en reparlera sur Juste Milieu. Il y a Le Geeks qui nous dit « Je trouve pour ma part que certaines personnes pour qui la vie est intolérable, objectivement parlant, bien évidemment, ne faut-il pas se poser la question dans un vrai cadre ?» C'est aussi le débat. C'est aussi le débat sur Juste Milieu. C'est pour ça que je livre vos messages pour qu'il y ait plein de sons de cloche et pas que le mien, évidemment. Moudub qui dit pourquoi il ne montre plus le nombre de sondés. Souvent ça dépasse à peine les 1000 personnes, tout à fait d'accord. Zabou 1961, ils aiment la souffrance et la mort, ils agissent en fonction. Anarchy 08, je ne croirai les sondages le jour où on aura un détail des zones où elles sont effectuées. Et Rick Stasi nous dit déjà il y a 40% de Français croyants donc qui sont contre cette loi. Logiquement, alors c'est vrai que le message d'Anarchy 08, ça me fait penser à la phrase de Churchill qui dit « Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même manipulées ». Je crois que ça va très bien au sondage, ça va très très bien aux instituts de sondage, cette phrase. Je vous la cite grosso merdo évidemment, mais on embrasse Winston Churchill. Voilà, Winston, attention, hein, fumez avec modération, fumez-tu, évidemment. Les messages de prévention du gouvernement, faites-vous vacciner le Covid. 32e dose, évidemment, contre cette maladie dont on n'a plus de nouvelles. Vraiment, le Covid, c'est comme les Magic Systems. Ça a marché 2-3 ans, mais plus de nouvelles. Plus de nouvelles, même si les Magic Systems sont bien moins dangereux que le Covid, rappelons-le évidemment parce que ça va bouger. Les hits de nos amis des Magic System. La transition euthanasie Magic System, fallait oser, tu vois, c'est aussi ça le Juste Bistrot. Pour ceux qui déboulent, qui connaissent pas, il y a quelque chose quand même d'audacieux dans cette émission, donc n'hésitez pas, si vous voulez récompenser cette aisance verbale, n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, Twitter, Twitch et TikTok également. TikTok, envoyez les cœurs, vous tapotez sur l'écran comme des fous furieux, là, comme à Gabriel Attal devant son dealer, vous y allez plein badin, et puis partout vous vous abonnez, vous relayez, c'est une véritable propagande que nous devons réussir à mettre en œuvre. Voilà, tous ensemble pour 2027, tous ensemble, hey, on a envie de dire. Donc voilà, pour ce sujet du fun, le sujet de la rigolade, l'euthanasie sans limite, il y a Olivier Mars 13 qui nous dit également dans le chat: je n'ai plus la force pour m'intéresser à toutes ces manipulations à la con, j'en peux plus de tous leurs mensonges, mais courage camarades, c'est pour ça qu'on essaie chez Juste Milieu de regarder tout ça avec la banane et d'en parler aussi avec légèreté, c'est important. On a le premier raid de l'année de l'ami Notizzi, j'espère que tu vas bien, qui déboule avec plein de copains, j'espère que tu vas bien mon Notizzi, que le début d'année est bon pour toi, voilà, bienvenue à tous les amis, installez-vous confortablement, vous arrivez au bon moment parce qu'on va parler patrimoine français, on a plein de sujets aujourd'hui. Je voulais vous parler de cet article qu'on a eu dans le journal Les Échos, par rapport aux Échos. Cet article qui parle d'une année record pour les sites historiques français, et ça fait du bien. Ça fait du bien de temps en temps d'avoir des bonnes nouvelles et d'en parler. Qu'est-ce que nous disent les Échos ? C'était dans l'édition du 6 janvier 2025. On apprend que le Centre des Monuments Nationaux a attiré en 2025 1 million de visiteurs supplémentaires, portant leur nombre à un pic historique de 12 millions. Événements culturels et nouvelles offres ont renforcé cet engouement. Donc cocorico, ça fait plaisir. C'est une bonne nouvelle. Nos monuments français attirent de plus en plus de gens. En France, on l'imagine, mais aussi du côté des touristes qui viennent dans l'Hexagone. On a, pour vous donner quelques chiffres intéressants, les 3 monuments les plus fréquentés ont été l'Arc de Triomphe avec 1,85 million de visiteurs, l'abbaye du Mont-Saint-Michel 1,63 et la Sainte-Chapelle à Paris 1,33
millions. Viennent ensuite le Panthéon, 1,11 million, et la Conciergerie, 773 300 visiteurs. Les 5 sites les plus fréquentés sont tous en hausse, voire en forte hausse. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Évidemment, pour le Panthéon, il y a eu la panthéonisation de Robert Badinter. On sait que Macron aime bien aussi ce genre d'événement. Il y a un côté jet set du cercueil chez Macron qui est intéressant. Il aime bien mettre au Panthéon des gens maintenant. Donc, si tout va bien, il se mettra lui-même. À mon avis, il osera peut-être faire ça de son vivant, ce qui sera une première. Donc on verra. Et hors Paris, on a aussi de très beaux résultats pour d'autres magnifiques monuments. On a par exemple le château et les remparts de Carcassonne. Ça, c'est beau. Hein. Les remparts de Carcassonne dans la chanson « Pourvu que ça dure » de Patrick Sébastien. Hein. Le ciel de Narbonne et les remparts de Carcassonne, tant que t'as de l'eau pour laver la belette, c'est déjà mieux. Ce serait beaucoup mieux que si c'était moins bien. Bon, bref, tu connais, pourvu que ça dure. On embrasse Patrick Sébastien, peut-être notre futur président de la République. Qui sait, qui saura. Mike Brandt, envole-toi, petit oiseau. Envole-moi, Jean-Jacques Goldman, décidément. C'est la chanson française également qui réussit aujourd'hui. Donc on a les remparts de Carcassonne, 616 000 visiteurs, beau score. L'hôtel de la Marine, 348 000. Et le château d'Angers, 322 000. Donc ça fait plaisir, et un élément intéressant qui est rappelé par les Échos, élément intéressant concernant les cathédrales, avec un regain d'intérêt pour nos magnifiques cathédrales françaises. On apprend on a un intérêt croissant du public, je lis, pour les tours et les trésors des cathédrales. Ceux d'Amiens ont enregistré une hausse de fréquentation de 95%, Chartres plus 74% et Reims 43%. Donc c'est aussi un point très positif. Le Mont-Saint-Michel est toujours... le parcours repensé de la basilique cathédrale Saint-Denis, 151 000 visiteurs. Le remeublement de la laiterie de la Reine du Château de Rambouillet, 79 000 visiteurs. On a vraiment des scores positifs. Moi, je suis très content pour Nîmes, parce que Nîmes également régale. Les monuments romains de Nîmes, les arènes, la Maison Carrée, la Tour-Magne, c'est 707 000 visites et une progression de 6% de la fréquentation des spectacles. Beaucoup de spectacles à Nîmes autour des monuments romains. Donc ça régale, c'est une excellente nouvelle pour le patrimoine français. Je trouve que c'est très positif, et parce qu'on a un magnifique pays, on le mérite, ça c'est quand même une très belle chose. Je suis content, un des nombreux points positifs du spectacle et de la tournée Zinzin, c'est que je visite beaucoup la France sur plein de villes, dans plein de villes où je n'étais jamais allé, et je découvre des endroits formidables. Je pense récemment il y a eu la cathédrale de Metz, franchement c'était magnifique, j'avais jamais vu, j'ai pris une claque. Voilà, comme dirait Adrien Quatennens, c'était formidable. Merci à Monocile pour le subprime, tout nouveau sub. Merci beaucoup, cher ami. Alors, il y a Easty Tiger 76, et là, on va parler chanson française, qui dit « Les remparts de Carcassonne, c'est Sardou, par contre ». Alors là, dans quelle chanson de Sardou ? Là, je te mets au défi, mon petit pote, parce que il me semblait qu'il y avait les remparts de Carcassonne, dans Pourvu que ça dure de Patrick Sébastien, mais s'il y en a une de Sardou, je la connais pas. Donc alors là, je suis preneur que tu nous donnes le titre. On a Rick Stasi qui dit l'hôtel de la Marine c'est trop beau, il y a des expos de joaillerie, je conseille. Juan Pas 669 dit ils font quoi avec tout le pognon récolté ? On va encore nous faire un loto du patrimoine pour le sauver. Anarchy 08, faut en profiter de la visite des églises et cathédrales tant qu'il en reste encore debout. Alors, s'il n'y a pas de mégots de clope, normalement, c'est pas menacé. Si tout va bien. Salut à Perfecto85 qui vient d'arriver. Et la Moselle, c'est trop beau, nous dit Lux Talu à 88. Metz, vraiment belle découverte. Puis en plus, un agencement parfait, parce que la cathédrale de Metz, elle est située où ? Bon, à Metz, il n'y avait pas de piège. Mais surtout, tu sors de la cathédrale, t'as les marchés couverts, là. Juste devant, vraiment t'as des marchés couverts, ça fait une sorte de grand U, donc les Messins qui sont dans le secteur, vous pourrez valider. Quand je dis Messins, évidemment, Gérard Miller, calme-toi, je ne parle pas de l'anatomie. Il y a ces marchés couverts, et dedans il y a des marchés. Et il y a du pain, il y a de la charcuterie, il y a de la viande, il y a du poisson, il y a des légumes. Et j'étais pas bien. Ça m'avait donné faim, ça m'avait donné très très faim. Et Lux Talu à 88 qui dit oui, et non loin tu as un super chocolatier. Ah ben voilà, vous voyez que je dis pas de conneries. On a la réponse pour Michel Sardou, ça va très très vite aujourd'hui. Olivier Martrez nous dit chanson de Sardou qui s'intitule Carcassonne. Il parle des remparts, effectivement, je viens de checker sur Google.
Alors là, j'en apprends tous les jours. On peut écouter la musique sur Twitch ou on n'a pas le droit? C'est toujours la merde ou pas? C'est pour la rediff. C'est toujours pareil. Hein. Et en vrai, si tu en fous de la rediff Twitch, tu peux y aller. Bon, on va essayer, on va l'écouter. On verra, c'est Michel Sardou quand même. Ouais. Voilà. On va l'écouter, mais je connaissais pas. Tiens, il y a même une archive de Lina. Tiens, allez, c'est parti. Tu plisses les yeux pour voir si le panneau On va indique s'écouter Lucerne du ou Michel Lausanne. Sardou, cette chanson Carcassonne. Alors là, aujourd'hui, on apprend, on se fait une culture. C'est la France. Vous avez du son vous? Attends, pourquoi j'ai pas de son? Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, c'est dans mes écouteurs, hein, effectivement. C'est pour ça. C'est bon, problème réglé. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et elle a le mérite d'être là. Je la connaissais pas, je l'écouterai en détail, je vous ferai une analyse approfondie. Pas du tout, mais je l'écouterai quand même en détail parce que c'est important de respecter le travail de Michel Sardou, voilà, qu'on n'oublie pas et qu'on embrasse. Voilà, Michel Sardou qui ne fait pas forcément l'unanimité, mais quand même taulier de la musique française. Voilà, je crois qu'on peut le dire. Je crois que c'est toujours un bonheur. En tout cas, merci pour la découverte. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette belle nouvelle pour le patrimoine français. Évidemment, allez-y, allez découvrir les monuments français, tout ce qu'il y a autour de nous. La moindre petite église qu'il y a sur notre territoire, ça raconte quelque chose de beau. On a la chance d'avoir un très beau pays, on a vraiment un patrimoine de fou furieux et ça fait plaisir. Donc défendre le patrimoine, c'est pas juste dire ça sous des vidéos de Macron en disant il faut sauver le patrimoine, c'est aussi nous-mêmes y aller, s'engager quand on peut aller visiter les musées, aller visiter tout ça, ça fait plaisir et on a de la chance, donc il faut en profiter, putain. Merde, quand même. Ah, même le Louvre, ça part en cacahuète aujourd'hui, donc il faut défendre tout ça. D'ailleurs, est-ce qu'on a on n'a pas retrouvé, les bijoux. C'est beaucoup plus facile de retrouver les bijoux de Benjamin Griveaux, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, vive le patrimoine français, vive la choucroute également. La choucroute au restaurant Le Kamerzel de Strasbourg, qui est très connu, hein, qui est une référence. Hein. Le plus vieux restaurant de Strasbourg, qui a été fondé 3 ans avant Geneviève de Fontenay. Donc ça date. Vraiment ça date et bravo la choucroute, c'est très très bon, la recette de la choucroute au poisson, je suis allé il y a pas longtemps, putain, ça vaut le voyage, c'est quelque chose. Donc on enchaîne 17h10 aujourd'hui, on continue avec un volet international. Alors on va pas tous les jours faire le point sur le Venezuela. Je vous ai proposé lundi une petite analyse là-dessus, donc on va pas se répéter, mais on a eu quelques petites séquences sympatoches, quelques petites séquences médiatiques sympatoches, parce que en ce moment tu sens que les intervenants médiatiques ont pris la confiance. C'est-à-dire que n'importe quelle pompe à vélo qu'on entend, tu sais, les experts en géopolitique qui ont eu leur diplôme dans un Ferrero Rocher, tu te dis, ils ont la confiance, ils veulent attaquer la Russie, ils veulent attaquer la Chine, ils veulent attaquer l'Inde. Notre armée, aujourd'hui, on lui donne aucun moyen, vraiment, c'est les bronzés font du ski avec un lance-pierre, mais on veut se taper le monde entier, parce qu'on est chaud. On sent que l'Union Européenne, avec la Reine des Neiges von der Leyen, on peut bricoler quelque chose. Et là, on a un nouvel intervenant, alors le général Nicolas Richoux. C'est vrai que Nicolas Richoux, au départ, tu te dis, c'est une marque de charcuterie. La charcuterie de Nicolas Richoux. Tu sais, bon, c'est une MDD, hein. C'est en bas du frigo. Tu vois, c'est vraiment... il y a écrit saucisson. Voilà, c'est du basique. Rillette, 120% gras synthétique. Enfin, c'est catastrophique, tu vois. Donc, Nicolas Richoux, en fait, il est pas du tout charcutier. C'est ça qui est... Ah, déjà, première nouvelle qui risque de vous étonner. C'est vrai que je vois dans le chat Olivier Marstress qui dit « C'est le cousin de Monique Ranoux ». C'est vrai que Monique Ranoux, tu te dis, elle a eu une petite aventure avec Nicolas Richoux. Bon, elle lui a gobé l'andouillette. Merci, ils se sont pas revus depuis 20 ans. Bon, Nicolas Richoux, depuis sa petite histoire avec Monique Ranoux, il est devenu commandant de la 7e brigade blindée. Alors, ancien commandant. Et il s'est chauffé sur LCI le 5 janvier, regardez. Maintenant, il veut s'en prendre aux États-Unis, Nico. Mon opinion, oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Non, ce qu'il faut faire, si le grand est une langue, moi je dis que si on a des signes, il faut projeter des troupes là-bas. Et après, ne le fasse pas. Et se battre contre les Américains. Oui, non, mais les troupes, elles se battent contre les Américains. Ah mais moi, éventuellement, oui, je pense qu'il faudrait se battre contre les Américains parce que s'ils nous attaquent sur un territoire allié, à ce moment-là, il faut qu'ils passent pour les crapules historiques. Mais pourquoi pas ? Je dis, mais
pourquoi pas? Je veux dire, une fois que t'as fini avec les Russes, bon, déjà, tu vas t'employer quand même. Il y a moyen que tu bricoles quand même. Mais pourquoi pas aller te tabasser les Yankees, après tout? Mais non, mais c'est Nicolas Richoux qui l'a dit. LCI, ils l'ont écrit. Il est ancien commandant de la 7e brigade blindée. Donc il sait de quoi il parle. Il sait. Il a fait de l'armée. Il connaît. Il a eu un képi, ce monsieur. Donc quand il te dit on va se taper les Américains, on va se taper les Américains. Il a la confiance. C'est-à-dire Nicolas Richoux, tu sais, c'est ce gamin de 8 ans qui se met au foot. Au bout de 6 mois, il a marqué son premier but. Alors, ce que personne ne lui a expliqué, c'est que c'était pas le bon but. C'était contre son camp, mais c'est pas grave. C'est déjà bien. Il est content comme tout, le gamin. Dans sa tête, il se dit en fait, dans 2 ans, j'ai un plan de carrière, je suis au Real Madrid. En fait, il y a eu Kylian Mbappé, il y aura Nicolas Richoux. Nicolas Richoux, c'est pareil. Nicolas Richoux, dans sa tête, lui, sur LCI, il s'est tapé les Russes. Quelque part, on a vaincu les Russes, tu vois, finalement. Parce que c'est comme le paradoxe de la girafe, tu vois. Nicolas Richoux, tu vois, c'est quelqu'un sur LCI depuis 3 ans, il vient pour nous dire « Ouais, les Russes vont envahir la France, on va résister. » Et tu lui dis « En fait, ils sont jamais venus, les Russes. Ah, c'est parce qu'on a résisté. » Donc, dans sa tête, il s'est tapé les Russes. Dans sa tête, Poutine, c'est sa pute. Excusez-moi de vous le dire, hein, de cette manière-là. Maintenant, il se dit « Allez, c'est comme un bon jeu vidéo, on avance. Maintenant, on va se taper l'oncle Sam, tu vois. » Bon. Alors on va remettre quand même un petit peu les choses à plat. Je ne refais pas le contexte du Venezuela, je vous l'ai dit, chacun a son opinion. Il y en a qui trouvent que c'est une ingérence américaine qui a contourné le droit international et que c'est scandaleux. Il y en a qui trouvent que c'est très bien parce que Maduro était un dictateur narcotrafiquant et qu'il aurait plus ou moins agressé sexuellement des belettes à Central Park. Bref, vous trouvez toutes les raisons du monde, c'est votre point de vue, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand même, un élément qui me semble complexe à nier, c'est le fait que l'Union européenne et les pays qui la composent soient aujourd'hui réduits au rang de prostituées des Américains et qu'on n'a jamais vu une prostituée faire une clé de bras à son Mac. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que tu es en situation d'être dominé, tu es dominé. Point. Est-ce que tu as déjà vu un ministre de Macron se retourner contre Macron? Voilà. Donc tu multiplies la situation par 1000 en termes de puissance et d'impact géopolitique et tu retrouves la relation France-États-Unis aujourd'hui. Si l'Union européenne déclare la guerre aux États-Unis, imaginons la situation. Faisons preuve d'imagination. Hein. Merci à Pimouskassi pour le subprime 35e mois, merci beaucoup. Admettons, Nicolas Richoux, il a raison. Admettons, on est chaud. Admettons, on a envie de se taper les rois des hamburgers. Bon. Comment tu fais avec un armement qui va être de plus en plus constitué d'armes américaines? Parce que c'est eux qui ont le mode d'emploi. Donc, tu prends par exemple la Pologne. Admettons, l'Union européenne se chauffe, on va se taper les Américains. Les Polonais, ils ont acheté des avions de chasse américains. Donc, l'avion de chasse, il est américain, d'accord. Mais toute l'infrastructure informatique, elle reste américaine. Les mises à jour, les avions, c'est des gros ordinateurs qui volent aujourd'hui. Hein. C'est vraiment, tout est connecté, machin, tout ce que tu veux. Si les Américains te coupent le contact à la plateforme informatique, pour les mises à jour, pour le fonctionnement des avions, pour tout ce que tu veux, en fait, tes avions, ils te servent à faire des grillades, plus ou moins. Mais des grillades vraiment avec des merguez, pas des grillades avec des missiles. C'est vraiment l'avion ne décollera jamais en fait. C'est comme Gérard Larcher qui essaie de faire un saut groupé. Tu oublies, laisse tomber en fait. La pesanteur sera là, quoi qu'il arrive. Et donc je ne comprends pas le concept de faire la guerre face à des gens qui te vendent des armes. Parce que s'ils arrêtent de te vendre des armes, tu peux pas faire la guerre. tu vois le. Nicolas Richoux, il voit pas. Toi, t'as vu, toi, t'as capté, parce que c'est logique, en fait. Toi, lui, il a pas vu. Nicolas Richoux, il a pas vu. Donc, voilà, je voulais vous parler de ça, c'était le 5 janvier, il n'y a pas si longtemps. Donc, préparez-vous, hein, peut-être qu'on aura un futur discours de Macron qui va nous dire Together against United States of America. Peut-être. On sait pas. Par contre, si on a l'ambition de se taper les Russes et les Américains en même temps, ça va être coquin, quand même. Ouais, là, il y aura quand même une adversité qui me semble un poil plus forte. Donc on verra. Dites-moi un petit peu dans le chat là-dessus quel est votre point de vue sur cette affaire-là. Je fais des vannes, mais c'est vrai que c'est sidérant. Hein. Rendez-vous compte l'impunité intellectuelle des intervenants médiatiques aujourd'hui. On a tellement été habitué à ce qu'ils racontent n'importe quoi qu'on en est là. Hein.
Bientôt, on va en avoir qui vont te dire on va se battre contre Jupiter. Le président ? Non, la planète. Mais on n'y est jamais allé. Oui, mais il y a des narcotrafiquants là-bas. Jupiter, le président ? Non, toujours la planète. Oh putain, décidément. c'est confusant. Es confusione, Sarah Perquet. Tiamo, évidemment. Alors, Antoine Job nous dit quel narcotrafic, même les US ont reconnu que c'est BS. Je sais pas ce que c'est BS. Marcel de Rock, et parmi les y en a-t-il qui sont convaincus que les Ricains sont des dégénérés et nos pires ennemis. Marcel The Rock nous dit ça concerne tout leur armement, surtout que le F-35 est une sacrée daube. Anarchy 08, ça dépend, si on leur lâche Gérard Larcher sur le rable, on a peut-être une chance. C'est pas faux non plus. Le Cassandre, l'US contrôle l'administration française via Windows. Tout à fait, excellent exemple, ça aussi. Tout simplement nos ordinateurs. Ils ont la capacité de mettre shutdown le pays, complètement d'accord. Merci le Cassandre pour l'exemple. Vivi Lulu 68 nous dit si on se baisse au bon moment, ils peuvent se taper mutuellement. C'est vrai, la technique du petit qui a des lunettes, tu sais, comment qu'il s'appelle dans Le Petit Nicolas, c'est Agnan, c'est ça, le gamin qui a des lunettes, tu sais, tu peux pas taper, tu sais, t'as deux gros qui se tapent, hop, ils se baissent au bon moment. Ça, c'est une bonne idée. C'est peut-être comme ça qu'on va l'emporter. T'as raison. Gab Venturi je mets des commentaires pour attaquer la Russie et les USA sur les pages FB de BFM, LCI, etc. Les commentaires ensuite sont rigolos. Toi, t'as pas peur des réactions. Et Mort98 nous dit on leur enverra Gérard Larcher, va nous servir de bouclier. Complètement d'accord avec ça. Ce serait une belle technique. On a une autre réaction, une autre voix que j'ai trouvé un petit peu plus mesurée. Alors, pas forcément à chaque fois, mais je l'aime plutôt bien. Même quand je suis pas d'accord avec lui, j'aime plutôt bien ce personnage. Toujours sur le contexte géopolitique et ce qui se passe États-Unis, Venezuela, on a Vincent Hervouette sur le plateau de l'heure des pros sur CNews. J'aime plutôt bien ce monsieur. Il m'est agréable, comme on dit, il m'est sympathique. Et qui nous a dit ceci, c'était très exactement le 5 janvier. Je cherchais l'expression tout à l'heure, est-ce que l'armée a mis l'arme au pied ? Non, mais ça, c'est ce que l'on a vu. Après, il y a le récit qu'on nous fait, que Washington distille à travers les médias, qui est un récit évidemment hautement suspect. Vous savez, les Américains sont très très forts pour fabriquer une légende à partir d'une affaire. Vous avez vu les films qui ont été produits sur l'arrestation de Ben Laden, la neutralisation de Ben Laden, sur même les échecs d'ailleurs. La Somalie, ça donnait un film formidable qui était La chute du faucon noir. L'épisode pour l'opération Rescue qui a mal tourné en Iran, ça avait été aussi un grand film. Question de l'armée vénézuélienne, vous n'avez pas de réponse. Ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que c'est pas facile à faire. Oui. Et deuxièmement, qu'on ne sait rien. On ne sait rien parce que tout est fabriqué par un système de propagande qui est aussi efficace que les forces aéroportées, que les commandos Delta. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été chopé. Il était dans... Voilà. J'ai plutôt bien aimé cette intervention de Vincent Hervouette. Alors, il y en a eu d'autres avec lesquels je suis pas tout le temps d'accord, mais bon, qu'importe, je suis pas d'accord qu'il a tort, hein. C'est même souvent l'inverse. Mais j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça mesuré. J'ai trouvé que c'était un son de cloche assez intéressant de rappeler quand même la vocation propagandiste de nos amis américains. Et c'est vrai que le parallèle avec Hollywood et le cinéma, on en parlait hier, du cinéma américain, la propagande américaine à travers Hollywood comme Hollywood comme porte-voix du soft power américain, de la propagande américaine. C'est vrai qu'on a beaucoup de films qui racontent ça, jusqu'à récemment la capture de Ben Laden, et je vous parie l'apéro que d'ici 2 ans, on aura un film sur la capture de Maduro. Je sais pas, ça va s'appeler C'est Nicolas qui paye, It's Nicolas who paye, avec, je sais pas, dedans on aura Timothée Chalamet, là, je peux pas le blairer lui aussi. Ah tiens, petite parenthèse, Timothée Chalamet, j'y pisse au cul. Voilà, sans aucune transition, parce que je veux commencer l'année sur de bonnes bases, avec des propos qui sont clairs, qui sont assumés. Timothée Chalamet, je peux pas le blairer. Voilà, je vous le dis tout de suite, sans transition. On part du Venezuela à Chalamet, je m'en fous, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Timothée Chalamet, c'est un acteur américain. Donc je vais vous montrer sa fif, vous allez voir, déjà tu te dis, bon, où est-ce qu'elles sont passées les épaules ? Est-ce que tu les as vendues chez Noz pour t'acheter on sait pas quoi ? Voilà, Timothée Chalamet. Alors il est beau, il est pas beau, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout. Là il fait un film sur le ping-pong en ce moment. Il fait un film sur le ping-pong, il joue au ping-pong, on sait très bien. Et Timothée Chalamet, c'est la nouvelle coqueluche du cinéma américain. Il est partout.
Il est partout. Ils nous l'ont foutu dans Dune. Ils nous l'ont foutu dans Wonka, donc une nouvelle adaptation de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Et là, ils ont fait un truc mi-comédie musicale, mi-molette. Enfin, c'est de la merde. Je ne peux pas le blairer. Alors, c'est un jugement parfaitement gratuit. Par contre, je vous le dis tout de suite, ce jugement ne s'appuie sur rien, si ce n'est ma haine de son succès, évidemment, et de sa fortune. Évidemment, c'est un coup de gueule parfaitement jaloux, attention. Mais il y a un petit peu de fond là-dedans. Pas dans Timothée Chalamet, dans mon argumentation, évidemment. Il y a un petit peu de fond parce que je trouve qu'il incarne un truc. Alors, je sais pas si vous serez d'accord avec ça. Je trouve qu'il incarne la disparition du corps dans les célébrités, et notamment au cinéma. Je trouve que les coqueluches qu'on nous met au cinéma sont des gens sans corps, si j'ose dire, sans gueule. Tu vois, c'est fini Robert Redford, c'est fini Jean Reno, c'est fini Jean Gabin, c'est fini Meryl Streep. Alors non, pas complètement, parce qu'elle fait encore un peu des films, mais tu vois ce que je veux dire, c'est l'individu standard, l'individu... un peu homme, un peu femme, tu sais pas. L'individu qui porte la déconstruction. C'est-à-dire qu'un homme, ça n'a pas de muscles. Parce que si tu dis ça, t'es conservateur. Une femme, ça n'a pas des attitudes féminines. Ça n'a pas des traits féminins. Faut que ce soit l'individu au milieu, si tu veux. Est-ce qu'on peut parler d'androgyne ? Je sais pas, parce que le mythe chez Platon ne raconte pas vraiment ça. Mais je peux pas le blairer, Timothée Chalamet. Je trouve qu'il joue comme une patate douce. Et j'aime les patates douces, c'est rien à voir avec la légumineuse, mais ça m'emmerde en fait. Je trouve qu'il ne dégage rien. En ce moment, je suis en train de regarder. Je fais les films en plusieurs morceaux, donc je joue beaucoup Cousteau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais comme le commandant Cousteau. Et là, en ce moment, je regarde Buffet froid. Gérard Depardieu, Bernard Blier, comment qu'il s'appelle Jean Carmet. Voilà. En fait, voilà. Jean Carmet, Timothée Chalamet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lino Ventura, Timothée Chalamet. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Ça m'énerve. Voilà, c'est un coup de gueule. C'est pas du tout contre Timothée Chalamet parce que j'imagine qu'il nous regarde. J'imagine évidemment qu'il va entendre ce coup de gueule et qu'il va se dire oh what the fuck is just middle what Just Bistro or not bon voilà mais voilà je ne doute pas qu'il nous entendra donc Timothée évidemment quand je dis je te pisse au cul je déconne hein, évidemment je t'embrasse Timothée hein. Mais Timothée c'est vrai qu'il dégage quand même l'impression pour moi il a le charisme d'un liquide vaisselle et ça me fait pas rêver tu vois quand tu me dis dans Dune c'est le chef des guerriers non vraiment non. Non. S'il faut aller à la guerre, non. Non. Alors, c'est vrai que Babcom 5 me rappelle, parce que Timothée Chalamet a une ascendance française. Ça, c'est vrai. Il est le fils de Marc Chalamet, qui est né à Nîmes. Ça, c'est vrai. J'ai la page Wikipédia sur la gueule. Son papa est journaliste, correspondant du Parisien à New York, éditeur à l'UNICEF. Donc tu vois, à mon avis, ils vont être au courant de mon coup de gueule. Mais c'est pas grave. Parce que c'est pas grave. Moi, j'ai pas peur de faire trembler Hollywood. Hein. Donc, alors là, je te le dis, j'ai pas peur. Hein. Donc c'est vrai que je me fous de sa gueule, mais je trouve qu'il incarne la disparition du corps au cinéma. Du corps avec ses aspérités. Du corps avec des traits masculins, des traits féminins, même des traits marquants. Je veux dire... Le cliché inverse, c'est l'époque Schwarzenegger-Stallone dans le cinéma américain, où là, pour le coup, on était dans une forme d'excès inverse, c'est-à-dire l'homme dans ses codes les plus caricaturaux, du muscle, de la vaillance, du combat, de tout ce que tu veux. Bon, on est passé d'un extrême à l'autre. Mais à choisir, tu vois, on nous dit à chaque fois le cinéma est vecteur de rêve pour les enfants de machin de bidule. Est-ce que quand t'es gamin, Timothée Chalamet, il te fait rêver ? Est-ce que t'as envie d'être Willy Wonka quand tu le vois chanter dans le dernier film ? Est-ce que t'as pas plutôt envie d'être l'adaptation de Johnny Depp ? Tu vois, enfin, l'interprétation de Johnny Depp dans Charlie et la chocolaterie, que j'ai trouvé super, de Tim Burton. Donc, tu vois, je sais pas. Timothée Chalamet, je trouve qu'il incarne ça. Et parce qu'on est chez Juste Milieu et que je suis quelqu'un pour l'égalité entre les femmes et les hommes, celle que je peux pas blairer en ce moment, mais j'ai vu une seule série avec elle, c'est White Lotus, la saison 1. Donc je la connais pas encore très très bien, mais je sais que beaucoup d'entre vous vont voir de qui je parle. C'est Sydney Sweeney.
L'actrice américaine. Bah pour moi, c'est la Timothée Chalamet femme. C'est-à-dire, elle a vraiment une expression faciale de cocker triste et qui commence à développer un vilain diabète. Je ne peux pas la piffrer. Et là, ils nous l'ont foutu dans La femme de ménage, qui n'est pas le biopic de la mère de Darmanin, c'est l'adaptation du bouquin de Freda McFadden. Et ben, je peux pas la blairer, Sydney Sweeney. On en a parlé il y a pas longtemps parce que elle a fait une publicité pour les jeans American Eagle. Elle a mis son fiac dans un jean et ça a fait parler parce qu'il y a des gens qui ont dit oui, c'est le retour des codes patriarcaux dans la publicité américaine. Bon, c'est pas le débat, vous en pensez ce que vous voulez. Et Sydney Sweeney, je peux pas la blairer. Je trouve que c'est la même chose, c'est-à-dire que elle incarne quelque chose que je trouve plat, que je trouve sans aspérité. Elle est là parce que oui, évidemment, elle est belle. Oui, il y a ce côté, on peut dire pin-up. Je vois dans le chat, Antoine Job me dit pas d'accord, c'est le retour de la pin-up. Bah tu vois, Marilyn Monroe, Sydney Sweeney, j'ai choisi mon équipe. Ça me fait pas rêver. Ça me fait pas rêver. Alors que il y a une autre actrice que j'aime bien en ce moment pour pas être que dans la critique, toujours la série White Lotus. Ça, je vous en parlerai bientôt. Je me le note, je vais vous parler de cette série. C'est extraordinaire. Faut vraiment que vous regardiez cette série White Lotus. C'est à crever de rire. Et qu'est-ce que c'est drôle. Et c'est HBO qui fait ça. Et vraiment, comme quoi on fait des séries super aujourd'hui. Alors, je suis pas un expert de la série, mais en tout cas, ça m'a plu. Il y a une actrice que j'aime bien qui joue dans la saison 3 de White Lotus et qui, pour le coup, vous allez voir ce que je veux dire sur le côté manque d'aspérité, sur le côté des physiques qui ne sont pas les physiques plats du papier glacé et qui pourtant sont des gens très beaux, qui sont dans les codes du Cinoche, il n'y a pas de souci. Attends, comment qu'elle s'appelle ? Je vais vous trouver, c'est pas elle. Attendez, je cherche sur la fiche Wikipédia de White Lotus, saison 3. Voilà, comment elle s'appelle ? C'est pas elle. Carrie Coon, c'est pas elle. Walton Goggins, bah c'est un homme, donc c'est pas lui. Sarah Catherine Hook, est-ce que c'est ça ? Juste non, on dirait pas. Merde. Michel Monaghan, c'est pas ça. Et merde, comment elle s'appelle ? Oh, c'est fou ça. Parker Posé. Ah ouais, c'est elle. Aimée Lou Wood. Ouais, c'est elle. Voilà, c'est ça. Elle est très très drôle, cette femme. Elle a joué dans Sex Education, la série apparemment qui a bien marché sur Netflix. Après White Lotus, que je vous disais, Toxic Town, je connais pas. Et après, elle a fait pas beaucoup de films. La vie extraordinaire de Louis Wayne, je l'ai pas vu. Et Vivre de Olivier Armanus, je n'ai pas vu non plus. Mais elle a une tête, vous allez voir, c'est l'inverse, je trouve, de Sydney Sweeney. Elle a un visage, elle a quelque chose, tu vois. Elle dégage quelque chose de particulier. Elle est tout à fait belle, tout à fait élégante, mais elle peut être dans un registre très drôle, comme un registre pas du tout rigolo. Et dans White Lotus, justement, elle est vraiment au top. Enfin, tout ça pour vous dire que on part d'un coup de gueule sur Timothée Chalumeau, là, mais t'as vu, il y a une réflexion. Il y a une réflexion, j'essaie d'élever le niveau de l'émission en ce moment. Voilà, je peux pas blairer ce que nous propose aujourd'hui le cinéma, ces acteurs plats et qui sont reconnus parce qu'ils sont plats. Voilà, ça me saoule. Bref, on avance, et là encore, on va de surprise en surprise. On va parler finance et business. Je vous l'ai dit, 2026, c'est l'année de la surprise, c'est l'année du Juste Bistrot nouveau. Le Juste Bistrot est arrivé. Je vais vous parler business sur un truc qui est assez rigolo, mais qui pourrait être très intéressant. Alors, on va aller au Danemark. Pour ça, on va aller découvrir les prédictions de la Saxo Bank. Alors, Saxo Bank, ceux qui connaissent le cyclisme, ceux qui suivent le cyclisme, savent que c'était l'équipe, la belle équipe à l'époque, des frères, il y avait les frères Schleck à la Saxo Bank, Andy et Jean-Louis, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Saxo Bank, banque d'investissement danoise, l'une des plus grosses banques nordiques, et qui est connue, pour vous donner le contexte de cette histoire, qui est connue pour faire chaque année, depuis un paquet de temps, des prédictions sur des événements de grande ampleur et qui risquent d'avoir un impact sur l'évolution des marchés financiers. Mais ces prédictions sont à la fois volontairement excessives, voire un peu surprenantes, mais pas complètement déconnante, pas complètement décorrélée du réel. Pour vous dire, la Saxo Bank avait prédit par exemple le Brexit, avait prédit l'explosion des taxes douanières avec le retour de Donald Trump, certaines choses comme ça.
l'explosion du cours de l'or, des choses comme ça. Et cette année, la Saxo Bank nous a proposé ses prédictions pour l'année 2026. Je vous propose de regarder ça, tous ensemble, de voir un peu ce qu'ils nous disent, parce que, vous allez voir, il y a des trucs qui semblent un peu déconnants, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je trouvais que c'était très intéressant. Et vous allez voir, donc je suis sur le site de la Saxo Bank, c'est traduit en français évidemment. Je vais vous lire certaines prédictions qui ont été faites. Merde, mais attends, ça c'est... Ouais, ça c'est... Oui, voilà, ça c'était 2026. J'étais sur 2025 jusqu'avant. Donc vous allez voir, il y a plusieurs trucs. La première prédiction, on va les prendre dans l'ordre parce que ça va nous permettre d'aborder pas mal de sujets. Première prédiction, faite par la Saxo Bank, le saut quantique. Le Q-Day arrive plus tôt, provoquant un crash des cryptos et déstabilisant la finance mondiale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Q-Day ? Vous allez voir, le document est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de précisions. Je vais vous lire certains éléments que vous puissiez comprendre le contexte de chaque prédiction. Vous allez voir, c'est pas complètement con, hein, c'est même très intéressant. En 2026, le Q-Day arrive le moment où un ordinateur quantique opérationnel prouve qu'il peut briser les standards de sécurité numérique les plus courants. En une nuit, l'idée que nos emails, virements bancaires, portefeuilles crypto et systèmes d'entreprise sont correctement chiffrés ne tient plus. Même l'annonce de cette avancée suffit à ébranler la confiance. Les marchés réagissent les premiers, la crypto est la plus touchée. Les anciennes adresses Bitcoin deviennent vulnérables, poussant les plateformes d'échange à geler les retraits, alors que la ruée vers la sortie tourne à la débandade. Le Bitcoin s'effondre quasiment à zéro, la peur déborde vers la finance traditionnelle, les gens perdent confiance dans leurs banques, retirent leur argent et achètent ce qu'ils peuvent tenir en main, en particulier l'or et l'argent. L'or s'envole vers 10 000 $ en devenant l'actif ultime sans mot de passe. Alors, comme dit, ce sont des prédictions. Hein. Ils n'ont pas de boule de cristal. Parfois, il y a des conneries qui ne se réalisent jamais. Mais je trouve que chaque prédiction est plutôt intéressante parce qu'elle met la lumière sur des éléments qui pourraient se produire en 2026 de manière parfaitement concrète. Et cette histoire d'ordinateur quantique, alors là, je ne vais pas vous mentir, moi je suis plutôt cantine que quantique. Donc je ne vais pas vous faire un grand développement sur comment ça va marcher ce bousin. Agnès Bousin, d'ailleurs, qu'on embrasse. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que de ce que j'ai compris, jusqu'à présent, l'informatique internationale fonctionne sur un système binaire, 0, 1. Avec un ordinateur quantique, on va pouvoir faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ce qui va faire exploser la vitesse de calcul informatique et donc ce qui pourrait permettre pour déchiffrer des mots de passe, par exemple le mot de passe de votre boîte mail, avec un ordinateur quantique, on pourrait le déchiffrer beaucoup plus vite. Donc de ce que j'ai compris, c'est ça. Je ne vais pas faire semblant d'être un expert du sujet, hein, ça se saurait. Donc de ce que j'ai compris, c'est ça, et c'est ce que nous explique aussi la Saxo Bank dans le document. Voilà, synchronique précise. Binaire, c'est 0 ou 1. Quantique, c'est 0 et 1. Voilà. Bon, ce qui m'avance pas beaucoup dans ce que j'ai compris, mais bon, voilà, je lis ton message. Donc, voilà, j'ai pas la prétention de vous expliquer ça en détail, hein, évidemment, mais n'hésitez pas à vous renseigner si vous voulez en savoir plus. L'ordinateur quantique pourrait vraiment être une révolution. Je vais voir si je peux pas trouver une petite vidéo à regarder, qu'on comprenne tous ensemble un petit peu mieux ce que ça peut changer, parce que c'est à la fois très intéressant, voire potentiellement flippant. Tiens, bah voilà, il y a Antoine versus Physique, je sais pas qui c'est, mais il nous a fait une vidéo pour comprendre l'ordinateur quantique en 3 minutes. Alors moi, en 3 minutes, j'en fais des choses. Hein. Je peux te dire que... Ah ouais. Même moins de 3 minutes, en vérité. Mais attends, tac. Alors moi, j'ai pas un ordinateur quantique, elle se lance pas, la vidéo. Merde. Mon ordinateur va exploser, apparemment. Pourquoi il veut pas ? Bon, attendez, parce que là, mon ordinateur, il rame. Apparemment, j'y ai dit quantique, il fait la gueule. Il pense que je le trompe, je crois, mon ordi. J'ai tout qui rame. Vous m'entendez, Houston, à la base, ou pas, là ? Mon ordi rame complet, j'ai plus accès à mon truc. Merde. Attendez, je sais pas pourquoi ça freeze. Merde. Vous m'entendez ou ouais, tout le monde m'entend ? Ça marche bien ? Merde. Ah, ça, c'est encore un coup des Russes, à mon avis. Putain, j'étais bien lancé, on faisait une bonne émission, j'ai plus l'internet. Bon, bah c'est... merde. Ah oui, j'ai vraiment plus rien, j'ai même plus mon fond d'écran. Ah ouais, ça c'est... à mon avis, ça c'est un bug. Hein. Je suis pas informaticien, mais... je peux même pas revenir au PDF. Là.
On est sur un dépannage en temps réel. Hein. Google Chrome. Je peux peut-être le fermer. Bon, j'ai plus rien. Ah ouais, c'était... Putain, ça l'a fait péter, oh. Si je restaure les pages, ça va refaire péter, Non, du coup. c'est bon, tu peux. C'est bon? Ouais. Freeze Corleone? Il y a quelqu'un qui me dit faire Alt F4. Putain! Allez, ça marche. Ça marche? Ça marche! Investir durablement dans chaque T'es un situation. petit génie. Ben. Merci beaucoup. Ça remarche, on a réussi. Dépannage en direct. On va pouvoir donc comprendre ce que c'est l'ordinateur quantique. Vous avez vu, ça rigole pas beaucoup aujourd'hui. Hein. Ça rigole pas beaucoup. On continue aux prédictions. Je vais me garder le reportage que je voulais vous montrer demain. Demain, on parlera d'histoire parce qu'il faut que je vous libère à 18h. C'est comme à l'école. À 18h, évidemment, il y a Farce Tranquille ce soir. On va regarder la chaîne YouTube Antoine versus Physique. Donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner. Je connais pas. Donc on va découvrir. Il va nous expliquer, l'ami Toto, ce que c'est l'ordinateur quantique. C'est parti. Pour décrire toutes les lois de l'univers. C'est en tout cas la promesse des ordinateurs quantiques et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de 30 jours, 30 vidéos. Dans la dernière vidéo, j'avais caché un indice pour que vous puissiez trouver le thème de cette vidéo et dans cette vidéo aussi, il y a un indice pour trouver le thème de la prochaine vidéo. Je m'appelle Antoine, je vais vous parler de science et vous êtes sur Antoine versus Science. En 2019, grâce à leur tout nouvel ordinateur quantique, Google ont annoncé avoir résolu en seulement 3 minutes un problème tellement complexe qu'il aurait fallu 10 000 ans à un ordinateur classique pour le résoudre. C'est ce qu'on appelle la suprématie quantique, quand l'ordinateur quantique dépasse l'ordinateur classique. Malheureusement, très vite, la société concurrente IBM a montré que ce calcul pouvait être fait en seulement 2 jours par un ordinateur classique. La suprématie quantique n'a donc pas été atteinte en 2019. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne un ordinateur quantique, pourquoi il pourrait révolutionner notre quotidien et pourquoi il reste aussi un sacré bout de chemin à faire avant d'y arriver. Dans un ordinateur classique, tous les calculs se font avec des bits, ces fameux 0 et 1. L'ordinateur quantique utilise... Alors attention, on parle de bits, je veux pas de mauvaises blagues dans le chat, hein, je vous connais. Je vous connais, je vous ai à l'œil. Attention, on se tient, on est sérieux aujourd'hui. Des qubits qui sont à la fois des 0, des 1 et toutes les valeurs intermédiaires. Si c'est possible, c'est grâce aux propriétés de la physique quantique, une particule peut se trouver dans plusieurs endroits en même temps et dans plusieurs états à la fois. Ça s'appelle la superposition des états et c'est un des fondements de la physique quantique. Tant qu'on n'observe pas une particule, on doit considérer qu'elle est dans plusieurs états à la fois. Par exemple, l'électron a une caractéristique qu'on appelle le spin. Il est soit up, soit down. Mais en quantique, on doit considérer qu'il est up et down en même temps. En fait, l'état d'un électron, c'est pas juste le spin up ou le spin down, c'est la superposition des deux. Les deux états de la particule coexistent avec à chaque fois une probabilité qui leur est associée. Je vais vous donner un exemple de à quoi peuvent servir les ordinateurs quantiques. Quand tu cherches une musique sur Spotify, elle a un code en bits, des 0 et des 1. L'ordinateur classique va comparer le code de notre recherche avec tous les codes de toutes les musiques de la banque de données. Il doit comparer ta recherche à chacune des autres musiques, un par un, et ça prend un temps fou. Dans un ordinateur quantique, ce code est toujours chiffré en 0 et 1, mais dans des qubits. Puisque les états des 0 et des 1 se superposent pour toutes les autres musiques, il peut les prendre toutes d'un coup et les comparer en une seule fois à ta recherche. Alors vous vous en doutez bien, ça fait gagner un temps de dingue, mais ça sert pas uniquement pour des algorithmes de recherche. Non, là où les ordinateurs quantiques excellent, c'est pour les calculs ultra complexes, et les promesses sont complètement folles. Par exemple, en médecine, on pourra modéliser des nouvelles molécules efficaces contre des maladies qui n'ont aujourd'hui aucun remède. Encore plus ambitieux, on pourrait imaginer trouver des alternatives aux réactions chimiques les plus énergivores. Des alternatives qui seraient plus écologiques et économiques. Par exemple, la réaction chimique pour produire des engrais azotés, aujourd'hui elle consomme 1 à 2% de toute l'énergie mondiale. Ces engrais, ils sont essentiels aux agriculteurs, on peut pas s'en passer, mais imaginez si on arrivait à modéliser une autre réaction pour produire les mêmes engrais. Ce serait fou ce qu'on gagnerait. D'un point de vue cybersécurité, la quantique permettrait de créer des clés inviolables parce qu'elles sont codées en qubits. Et c'est d'ailleurs une piste qui est déjà poursuivie par des banques et des institutions. On pourrait également transférer des données d'un point A à un point B sans transfert physique de matière. C'est la téléportation quantique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur Instagram, j'avais fait un post où j'expliquais une toute nouvelle piste de recherche pour la téléportation quantique. C'est un format de vulgarisation que je sors 2 fois par semaine sur Insta. Allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Bref, revenons à notre téléportation. En changeant la propriété d'une seule particule, on peut changer la propriété d'une autre particule, même si elle est à des milliers de kilomètres. Et ça pourrait ouvrir la voie vers l'internet quantique. Bon, ça, on en est encore
encore très très loin, mais c'est peut-être le futur d'Internet dans 50 ou 100 ans. En gros, celui qui maîtrisera cette technologie gouvernera le monde technologique de demain. C'est pour ça que les plus grandes puissances s'affrontent pour atteindre en premier la suprématie quantique, avec en tête les États-Unis et la Chine. Mais l'obstacle majeur à l'ordinateur quantique, c'est qu'il fait des erreurs de calcul. En fait, la particule à l'intérieur de chaque qubit est extrêmement sensible à son environnement. Une simple modification du champ magnétique, du champ électrique ou même le rayonnement d'un objet chaud à proximité peut suffire à altérer le qubit. C'est ce qu'on appelle la décohérence. Aujourd'hui, la priorité des scientifiques, c'est pas de multiplier le nombre de qubits, c'est plutôt de limiter ces erreurs de calcul, soit en améliorant la précision en ingénierie du qubit, soit en faisant des algorithmes de correction des erreurs de calcul. Selon les estimations, un ordinateur quantique qui aurait 300 qubits parfaitement enchevêtrés, qui ne fait aucune erreur de calcul, serait capable de simuler toutes les lois physiques de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Rien que ça, c'est incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier, c'est un sujet qui me tient très à cœur. Bravo à Antoine versus Physique. Allez vous abonner, vous savez quand je monte des vidéos d'autres chaînes YouTube, c'est important de faire la pub quand même, de faire la promo parce que on diffuse le contenu, donc allez vous abonner. Antoine versus Physique, en plus c'est chouette. Je crois avoir à peu près compris. Donc c'est vrai que ce serait révolutionnaire. Cette histoire d'ordinateur quantique, ce serait assez fou. Alors, on comprend un peu mieux les implications avec les explications de notre ami Antoine. C'est balèze. Autrement formulé, c'est balèze. Donc, ça, c'est pour la première prédiction de Saxo Bank. On retourne au Danemark chez nos amis Saxo Bank. La deuxième prédiction, vous allez voir, elle est cocasse, mais je la trouve très intéressante. Le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce. Alors, vous allez me dire, Rémi, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pour les plus largués, vous allez me dire, Rémi, c'est qui Taylor Swift ? Alors, Taylor Swift, ça n'a rien à voir avec la sécurité bancaire. Swift, c'est une chanteuse américaine qui a commencé dans la country. Et qui aujourd'hui fait de la pop, mais de la pop à très très haut niveau. C'est même au-dessus de Rihanna quasiment, c'est au niveau de Beyoncé, c'est la star parmi les stars. Taylor Swift, c'est au top du top, a une communauté de fans, de centaines de millions de fans à travers le monde, qui s'appelle les Swifties, et en ce moment, elle bricole avec un joueur de football américain qui s'appelle Travis Kelce, donc un super joueur qui est fortiche comme tout. Pour vous dire, il y avait eu l'histoire la saison dernière dans le club de football américain de Travis Kelce, les Kansas City Chiefs, voilà c'est ça. Taylor Swift venait le voir par moment, venait voir son mec jouer au football américain. Le nombre de ventes de places avait explosé. L'intérêt autour du club de football américain avait explosé, sachant qu'on était déjà à un beau niveau, parce que la NFL aux États-Unis c'est très connu. Et vraiment, pour vous dire l'influence que peut avoir Taylor Swift sur le monde et sa communauté de fans. Il y a eu un autre phénomène dont on avait parlé dans le Juste Bistrot, durant les élections aux États-Unis. Aussi bien les démocrates que les républicains attendaient le positionnement de Taylor Swift. Parce que Taylor Swift s'était positionnée plutôt démocrate fut un temps, mais elle a commencé par la country et elle vient d'une tradition plus républicaine, on va dire. Elle vient d'un milieu plus tourné vers le vote républicain et ça avait été un enjeu énorme au moment des élections américaines en 2024. Vers qui Taylor Swift allait-elle se prononcer ? Ça aurait pu faire basculer l'élection parce qu'il y a une logique d'influence, c'est aussi pour ça qu'on parle d'influenceurs évidemment, et Taylor Swift aujourd'hui elle a une influence telle que, écoutez ce que dit la Saxo Bank concernant cette prédiction sur l'impact de Taylor Swift sur la natalité mondiale. C'est un truc de dingue, écoutez l'histoire. Dans un scénario digne d'un conte de fées, Swift annonce ensuite qu'elle est tombée enceinte lors de la nuit de noces et que le couple attend un bébé pour l'automne. Tandis que Kelce met fin à sa carrière NFL, les deux s'installent près de leur famille dans le Midwest afin d'offrir un environnement privé et sécurisé à leur enfant, loin des projecteurs de Los Angeles et de New York. Ils s'engagent aussi à interdire tout accès aux écrans, divertissement en ligne, téléphone et tablette avant au moins l'âge de 12 ans. Ils annoncent également un retrait des réseaux sociaux, ne publiant que ponctuellement sur un nouveau site. Des centaines de millions de Swifties, donc les fans de Taylor Swift, dans le monde s'inspire du mode de vie et des décisions du couple. Le choix de Swift et Kelce de s'éloigner du temps d'écran et de fonder une famille déclenche un mouvement mondial chez les jeunes. Les mariages et les naissances progressent nettement chez les jeunes millennials et les plus âgés de la génération Z à mesure qu'une part croissante de la vie repasse hors ligne. Donc, comme je vous disais, c'est un scénario qui peut sembler saugrenu, évidemment. Ça peut sembler complètement dingo, mais c'est pas dénué de tout contact avec la réalité. Et je trouve ça assez passionnant, parce que en vérité, ça
ça a du sens. Aujourd'hui, avec l'influence de Taylor Swift à travers le monde, on pourrait observer un impact sur la natalité mondiale si Taylor Swift tombe enceinte. C'est pas déconnant parce que il y en a toujours eu des stars à l'ère moderne, il y a toujours eu des stars qui étaient connues à travers le monde. Mais aujourd'hui, avec l'impact des réseaux sociaux, la vitesse de circulation de l'information, on a un impact qui est démultiplié. Je veux dire, à l'époque des grandes stars, je sais pas, que Madonna fasse des gosses dans les années 80, tout le monde s'en cirait. Enfin, ça aurait pas eu le même impact qu'aujourd'hui. Là, dans cette logique d'influence, l'immense sphère d'influence qu'il y a autour des stars, avec la rapidité de circulation de l'info, avec l'influence des réseaux sociaux, ça peut aller très très vite. Et je vois dans le chat des commentaires, je vois Synchronique qui dit « culture de la débilité ». Je suis pas complètement d'accord avec ça. Il faut le remettre en perspective. Aujourd'hui, le terme d'influenceur est complètement galvaudé et on pense tout de suite à des candidats de télé-réalité qui passent leur journée à faire de la merde sur Instagram. Je suis plutôt d'accord avec ça. Mais la logique d'influence, ça n'est pas que ça. On a toutes les stars, toutes les vedettes ont influencé les gens et ont poussé à vouloir leur ressembler. Combien il y a eu de gosses qui voulaient le maillot de foot Zidane, ou le maillot de foot Ronaldo, ou le maillot de foot Platini. On a tous eu des modèles là. On peut pas cracher dessus. Ce serait trop facile de dire « nous, on avait des modèles et c'était bien, et aujourd'hui, les jeunes ont des modèles et c'est de la merde ». Avoir un modèle, c'est aussi vouloir lui ressembler. Donc on voulait le maillot de foot de Zidane, on voulait, j'en sais rien, on s'habillait comme Sardou, on mettait les pattes d'éléphant comme les Bee Gees, j'en sais rien. On avait les cheveux longs comme John Lennon, j'en sais rien. L'influence, c'est aussi ça. Et à toute époque, en tout cas à l'ère moderne, en tout temps, il y a eu cette logique d'influence. Donc, si Taylor Swift fait des gosses, il n'est pas impossible que ça donne envie à ses fans d'en faire de même. Mais comme je vous dis, comme à l'époque, des gosses voulaient le maillot de Zidane. Pour le coup, je serais beaucoup plus positif par rapport à ça. Il y a Assassin Crétin dans le chat qui dit, et c'est très intéressant, qui dit « Quand Hallyday et Vartan ont eu leur môme, c'était pareil ». Je pense qu'il faut regarder ça de manière apaisée. Je veux dire, c'est un peu une posture de vieux con, soyons clairs, de dire « Les jeunes ont des modèles à la con aujourd'hui, ils n'ont pas à faire ça. On a tous fait ça. » On a tous fait ça, soyons clairs. C'est normal, et parce que ça fait partie de la construction aussi des individus. Merci à Lilalou pour le subprime, tout nouveau subprime, merci beaucoup. Donc en tout cas ça m'a fait marrer cette prédiction de la Saxo Bank. On verra si ça se réalise ou pas, on en reparlera. Et Synchronique qui dit il y a une différence d'acheter un blouson, de se teindre les cheveux ou de faire un gamin. Évidemment, on est d'accord, je t'inquiète pas, j'avais compris, mais il y a une différence de forme, mais sur le fond, je pense que ça dépend du même mécanisme. Sur le fond, je pense qu'il y a une logique d'influence du comportement des individus qui suivent un chanteur, un sportif, un acteur. Anarchy08 rajoute dans le chat, et je trouve ça intéressant, qui dit on a bien utilisé la victoire en 98 pour nous vendre la politique du black blamber, donc ça n'est pas impossible. Tout à fait. Je trouve que c'est un parallèle qui est très intéressant sur l'influence idéologique à travers un événement sportif, un chanteur, un je ne sais quoi. Et donc je trouve que c'est la même mécanique. Après, je suis d'accord qu'il y a évidemment une différence entre faire un enfant et acheter un maillot de foot. Ça, on est d'accord. On revient à nos prédictions Saxo Bank. On enchaîne, alors il y en a d'autres. La troisième, malgré les inquiétudes, les élections de mi-mandat américaines de 2026 se déroulent sans accroc. Alors, je ne vais pas toutes les développer, certaines sont un peu plus évidentes. Celle-là, elle est rigolote aussi. Des médicaments anti-obésité pour tous, même pour les animaux de compagnie. Alors ça, vous en avez peut-être entendu parler. Écoutez ce que nous dit Saxo Bank. La révolution mondiale de la perte de poids entre dans une phase aussi surprenante que surréaliste lorsqu'un géant de la santé étend sa gamme de traitements GLP-1 vedette non seulement chez l'être humain, mais aussi dans le monde animal. Fin 2026, une entreprise lance de nouveaux traitements GLP-1 sous forme de comprimés. Alors, là encore, ça peut sembler complètement con, mais ça part de quelque chose de vrai. Vous avez peut-être entendu parler dans les médias du succès d'un traitement qui s'appelle Ozempic, je sais pas comment on dit, qui est un traitement qui a été un petit peu détourné de son usage initial et qui permet la perte de poids. Mais qui permet la perte de poids de manière assez dingue, assez surprenante, avec des effets secondaires aujourd'hui qui sont pas forcément connus, mais qui existent un petit peu. Et
par extension, la prédiction de Saxo Bank, c'est de dire d'aller vers les animaux de compagnie. Et quand on voit le budget consacré, notamment aux États-Unis, aux animaux de compagnie, là encore, je trouve pas ça déconnant. Ça m'a fait marrer. On continue avec les autres. SpaceX annonce son introduction en bourse, dopant les marchés extraterrestres. Alors ça c'est marrant, attends bouge pas, je vous lis, ça aussi c'est rigolo. Après plusieurs lancements supplémentaires du système Starship de SpaceX confirmant la viabilité et la rapidité de réutilisation de ce nouveau lanceur géant, l'entreprise passe à l'introduction en bourse, atteignant la plus grande valorisation jamais enregistrée pour une société nouvellement cotée, bien au-delà de 1000 milliards de dollars. SpaceX annonce un calendrier de lancement ambitieux capable de multiplier par 100 la capacité annuelle historique d'envoi de charge utile en orbite terrestre basse. L'entreprise ouvre également les réservations pour des charges en orbite plus haute, en orbite lunaire, ainsi que pour des atterrissages sur la Lune et sur Mars dans les années à venir, revendiquant rapidement des milliers de milliards de dollars de réservations. Donc là encore, je trouve que ça peut sembler un peu foufou, mais je trouve ça assez déconnant. La 6e prédiction, une entreprise du Fortune 500 nomme une IA comme PDG. Alors ça pour le coup, on a déjà observé dans un pays. Ça m'échappe, je ne sais plus dans quel pays, une entreprise a nommé une IA à un poste de responsabilité dans l'entreprise. C'est assez dingo, mais c'est déjà arrivé. 7e prédiction, la nomination du dollar remise en cause par le yuan doré de Pékin. Donc là aussi, un contexte intéressant, je vous lis la prédiction. La Chine surprend le monde en annonçant des réserves d'or auditées bien plus importantes que ce qui avait été communiqué jusqu'ici, suffisamment élevées pour dépasser les réserves officielles des États-Unis. Peu après, Pékin va encore plus loin. Le gouvernement déclare que le yuan offshore est désormais partiellement adossé à l'or. Concrètement, les détenteurs du CNH peuvent l'échanger contre de l'or physique, livrable à un taux de conversion affiché qui implique un dollar versus CNH autour de 5, soit un renforcement historique de la monnaie chinoise par rapport au niveau proche de 7 avant l'annonce. On a ça. 8e prédiction, une IA défaillante déclenche un bug à 1000 milliards de dollars. Ça aussi, ça semble pas déconnant. Voilà, on a les 8 prédictions de la Saxo Bank. Je voulais vous en parler parce que je trouvais ça plutôt intéressant, surprenant par endroits, mais ça met la lumière sur des sujets importants et qui pourraient tout à fait se produire en 2026, et en plus on a appris le fonctionnement de l'ordinateur quantique aujourd'hui. Voilà, c'est ça aussi l'esprit. Juste Bistrot les amis, 17h55, vous êtes nombreux de partout, Facebook, Twitter, Twitch, TikTok, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur TikTok, mettez les cœurs à fond si vous aimez le boulot qu'on vous propose, et n'hésitez pas à nous soutenir simplement en vous abonnant, en partageant, en mettant des commentaires, et ça régale, et puis voilà, c'est tout, ça fait plaisir. 17h55, on va bientôt se quitter parce que c'est la farce tranquille qui arrive. Je le redis, la nouvelle annonce, vous le savez, n'oubliez pas, le 15 janvier 2026, première émission du Juste Milieu Show. Si vous aimez l'ambiance juste milieu, niveau blague, niveau van, on y va plein badin avec une émission qui ne sera pas diffusée sur YouTube, ce sera exclusivement sur la newsletter Juste Milieu. J'insiste là-dessus parce que j'ai hâte de faire cette émission, on va pouvoir lâcher les chevaux. J'ai simplement envie de vous proposer de passer un bon moment et de se fendre la gueule sans avoir peur de ce qu'on peut dire ou pas sur YouTube, Twitch et toutes les plateformes. Donc on va faire ça chez nous, voilà, quelque part je vous invite chez moi, on va faire un format tous ensemble, disponible sur la newsletter Juste Milieu. Ce sera pas en direct, on verra, dans un premier temps ce sera pas en direct, on verra dans un second temps, mais vous allez voir, il y aura des surprises, donc il y aura un peu de montage dans cette émission, parce que il y aura des personnages. Voilà, je peux pas en dire plus, mais il y aura des surprises. Donc soyez au rendez-vous. Lien en description de la vidéo si vous regardez ça sur YouTube. Sinon, en commentaire également. Et sur Twitch, je vous ai mis le lien dans le chat. Google, vous pourrez taper dès demain. On prépare une petite page. Vous pourrez taper dès demain Juste Milieu Show pour vous inscrire. Et vous recevrez ça évidemment gratuitement. Je vous propose juste de passer un bon moment. Voilà, ce sera tous les 15 jours le Juste Milieu Show. Et pour passer un autre bon moment, peut-être même encore mieux, c'est le spectacle Zinzin. La tournée
continue. Montélimar, 24 janvier 2026, je vous rappelle les dates, parce que on fait la pub, je suis pas encore sur France Inter. À mon avis, c'est pas prévu, donc on fait la pub nous-mêmes, on se démerde. Bruxelles, chez nos amis belges, le 7 février. Châteauroux, le 13 février. Metz, le 28 février. Là encore, vous tapez sur Google, spectacle zinzin, juste milieu. Si vous avez envie, venez, on se fend la gueule. C'est là encore du juste milieu, de l'huile essentielle de juste milieu. Et nouveau sketch. Donc si vous voulez voir me chier dessus, rendez-vous à Montélimar. Nouveau sketch, je vais jouer pour la première fois le nouveau sketch à Montélimar le 24 janvier 2026. Donc j'ai à la fois hâte, j'espère que ça vous plaira. Nouveau sketch, dans le pur esprit où je jouerai un drôle de personnage. Je peux pas vous en dire plus. Voilà les amis. Je vous laisse là-dessus, je raccroche les crampons et non pas les wagons. Direction la maison. Ce soir, c'est entraînement de vélo, ça fait plaisir. Je sais, ça se voit pas, mais il y a de la détermination. Et puis, il est 18h dans 2 minutes, je vous donne rendez-vous sur YouTube pour l'épisode 220 de La Farce Tranquille, le nouvel épisode, le premier épisode de 2026, où il y a pas mal de petites choses. Voilà, merci les amis, merci d'avoir été là, passez une excellente soirée, on se retrouve demain, même heure, même endroit, et demain, je vous le dis, on parlera de fléchettes. Voilà, normalement demain, on verra, faut que je bosse mon sujet, mais on continue, voilà, je vais essayer de continuer de vous surprendre, de parler de plein de choses, je vous l'avais promis, c'est le nouvel état d'esprit, en tout cas le retour d'un état d'esprit qui régale, où on se fend la gueule. Voilà, je vous embrasse les amis, passez une excellente soirée, vive la rigolade, et vive la France. À demain.